La Cour d'appel de Dakar a publié hier les résultats provisoires. Macky Sall arrive en tête avec 65,80% des voix. Son challenger, Abdoulaye Wade, obtient 34,20% des voix. Sur le Sénégal à l'honneur lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation au Mali, toutes les délégations présentes à Abidjan ont salué la maturité démocratique du peuple sénégalais. La tolérance zéro a été prônée à l'endroit des putschistes maliens. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plébiscite pour Macky Sall qui a obtenu 65,80% des suffrages exprimés selon la Cour d'appel de Dakar. Le président sortant Abdoulaye Wade est crédité de 34,20% des voix. La Cour d'appel de Dakar a proclamé ses résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle hier en présence d'Aboubakry Kane. À la salle 4 du palais de justice de Dakar, 14h30, heure indiquée pour la proclamation des résultats provisoires du second tour, la presse nationale comme étrangère a déjà investi les lieux. Le dispositif est en place, les représentants des deux candidats en lice sont aussi présents. L'attente n'aura pas été longue. Vers les coups de 15h, le président de la Cour d'appel de Dakar fait son entrée. Les derniers micros sont posés, silence de cathédrale. Demba Kandji peut alors donner les résultats. Nombre d'électeurs inscrits, 5 301 648. Nombre de votants, 2 915 893. Nombre de bulletins nuls, 14 093. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 901 800. Ont obtenu Abdoulaye Wade, 992 556, soit 34,20%. Macky Sall, 1 909 244, soit 65,80%. Le taux de participation a été estimé à 55%. Point de suspense, les résultats confirment les tendances. Un plébiscite pour Macky Sall, élu président de la République, avec presque 66% des suffrages exprimés. La coalition des FAL 2012, qui n'a gagné que 11 départements sur les 45, n'envisage pas de recours, mais les résultats restent à être confirmés par le Conseil constitutionnel. Aboubakry Kane, avec ce score de plus de 65%, Macky Sall est donc élu 4e président de la République, ce dont se félicite la coalition qui a porté sa candidature, la coalition Benno Bokk Yakaar. Par contre, c'est la déception chez les membres de la coalition FAL 2012. Ces deux coalitions se projettent déjà vers les élections législatives prévues officiellement le 17 juin prochain. Écoutons Oumar Sarr et Mbaye Ndiaye. Nous espérions que, bien sûr, qu'avec le taux d'abstention, notamment, nous allions pouvoir, disons, élever le niveau de participation au niveau de ces élections-là. Et nous allions pouvoir, en quelque sorte, inverser, disons, le report des voix de l'opposition. Nous n'avons pas pu le faire. Nous avons seulement levé en partie le niveau, disons, de vote, hein, mais nous n'avons pas pu véritablement inverser. Bon, donc je peux considérer que nous sommes déçus, bon, mais c'est la démocratie. Et au terme de ces résultats, dans quel état d'esprit allez-vous justement engager les législatives? Vous savez, nous sommes le premier parti déjà. Bon, nous sommes, vous savez, je vous rappelle, au premier tour, quand même, nous avions à peu près ces taux-là, hein, de l'ordre de 35%. Et M. Macky Sall avait 26% des voix. Et donc c'est cumulé que l'opposition a fait 65% des voix et c'est ce que maintenant ils viennent de faire. Nous sommes donc de très loin le premier parti. Bon, le jeu démocratique a fait que nous ne sommes pas élus parce que nous sommes un scrutin à 2 tours. Mais nous sommes le premier parti, donc nous allons nous organiser, nous allons rectifier certaines faiblesses et nous allons nous présenter et notre objectif est de gagner les législatives. La lecture, c'est que je pense que c'est un plébiscite, un raz-de-marée qui traduit l'espoir d'un peuple placé en un de ses fils, le président Macky Sall. Mais ça appelle à des responsabilités. Mais je pense que nous sommes prêts, je suis sûr que nous sommes prêts, à travers le programme en bandoulière que nous avons présenté au peuple. Le
programme du président Macky Sall et l'ensemble des dispositions telles que le résultat des assises nationales et toute la réorientation nécessaire de ce qui se faisait jusqu'ici pour une espèce d'inversion de l'ordre des priorités, agir très rapidement pour trouver des solutions, mais dans des attitudes d'implication inclusive de l'ensemble des acteurs. C'est ça qui va être la ligne, certainement la ligne d'action du président de la République. Il y a eu un report systématique des voix de l'opposition sur celle de Macky Sall. Est-ce une motivation supplémentaire pour aller ensemble aux législatives? Même s'il n'y avait pas effectivement cette lecture de ce rapport-là, le président Macky Sall est un homme qui est prêt à partager le pouvoir avec les siens et avec tous ceux qui s'entendent avec lui pour travailler ensemble à la réponse des attentes des populations sénégalaises. Donc, il ira le plus loin possible avec la coalition Benno Bokk Yakaar, en particulier dans la gestion du Parlement. Et oui, de ce côté-là également, il y a un vaste mouvement en cours pour essayer de trouver les moyens d'être ensemble. Omar Sarr et Mbaye Ndiaye ont été interrogés par Aboubakry Kane. Les États-Unis réaffirment leur soutien au tout nouveau président de la République. Macky Sall a reçu hier matin en audience l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Ce dernier a exprimé toute sa satisfaction à l'issue du second tour de la présidentielle. Satisfaction également du chef de la mission d'observation de l'Union européenne. Lui aussi a été reçu par le président Macky Sall. Nous les écoutons. Ils sont au micro de Pape Biram Biguendiaye. Nous avons simplement donné notre rapport préliminaire au nouveau président du Sénégal, notre rapport préliminaire qui parle de tout ce processus électoral du deuxième tour, qui s'est très bien déroulé dans l'ensemble. On lui a fait part de nos préoccupations tout de même aussi, parce que bon, aucun processus n'est parfait. On a eu une discussion très ouverte, très chaleureuse. Une des plus vives préoccupations, c'est qu'il y a quand même un nombre élevé de jeunes entre 18 et 23 ans qui ne sont pas inscrits au fichier électoral. Et j'aimerais tellement, moi en tant que démocrate, mais le Sénégal aussi devrait essayer, devrait aimer voir tous ces jeunes s'inscrire sur la liste électorale encore avant les législatives de juin. Ce serait une très bonne chose, ça renforcerait la démocratie, l'apport de tous ces jeunes qui sont des citoyens à part entière, évidemment. Ils devraient s'inscrire. Nous avons un scrutin crédible qui n'est contesté par personne, ça c'est très clair. Il y a eu quelques petits problèmes comme les achats de voix. Il y a eu des incidents mineurs et très localisés. Mais dans l'ensemble, c'est un processus dont je suis fier d'avoir pu l'observer avec notre équipe de 90 observateurs. Très fier et très, très heureux aussi de voir que ça s'est passé dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Le Sénégal a quand même donné un exemple de démocratie aussi face à son voisin, le Mali. Oui, c'était une visite courtoise avec le président élu. Nous avons discuté tous les niveaux de coopération entre les États-Unis et le Sénégal. Je l'ai félicité pour l'élection et félicité pour la maturité des électeurs sénégalais. Et il a beaucoup de travail, mais il est prêt pour travailler. Nous avons toujours accompagné le Sénégal. Et vous continuez? Le Sénégal cité en exemple lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement consacré à la crise malienne. La situation qui sévit actuellement dans ce pays préoccupe les membres de la CEDEAO. Ce sommet s'est ouvert ce mardi à Abidjan et le Sénégal était représenté par Maître Madické Niang, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. La RTS était représentée par Abibou Mbaye et Massiré Faye. Le vent nouveau de paix qui souffle sur la Côte d'Ivoire a fini d'installer au pays de la lagune ébriée l'espoir de tout un continent, balayant sur son passage les mauvais souvenirs de la guerre. Devenu un havre de paix, les avions des chefs d'État et de gouvernement y atterrissent en toute urgence ce 27 mars 2012 à l'aéroport international Houphouët-Boigny pour statuer sur le cas du Mali. Aussitôt arrivé, un autre décollage s'impose, mais cette fois-ci par hélicoptère pour se poser sur l'esplanade de l'hôtel Ivoire. Sur place, le décor est planté. Le Sénégal, un pays de démocratie, ce n'est plus un vain mot. Et pour s'en rendre compte, il faut aller à l'intérieur de cette salle où se tient le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré exclusivement au Mali. À l'intérieur de la salle, l'hymne de la CEDEAO retentit.
On peut dire que ce sommet a enregistré 3 absents, mais les plus présents dans les esprits. Le premier dont la chaise est inoccupée est le président malien Amadou Toumani Touré. Sur ce cas, les condamnations ont fusé de partout dans les discours des différents orateurs qui ont peint un tableau sombre de la situation au Mali marquée par la guerre, par des atrocités, des violations des droits de l'homme. Les 2 autres absents sont Abdoulaye Wade, président sortant du Sénégal, et son successeur Macky Sall, président nouvellement élu. L'évocation de leur nom a déclenché l'applaudimètre dans la salle. Je voudrais à mon tour féliciter le peuple et les dirigeants politiques du Sénégal pour la belle victoire qu'ils ont offerte à la démocratie à travers la tenue dans des conditions exemplaires de l'élection présidentielle. Cet engagement vient d'être réaffirmé par le peuple frère du Sénégal et les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, que nous félicitons pour la belle leçon de démocratie qu'ils viennent de donner à l'Afrique et au monde entier. Représentant le gouvernement du Sénégal, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ne pouvait manquer de saluer cet honneur fait au Sénégal. Je ressens aussi une fierté pour le Sénégal, mais surtout pour le président Wade. Le président Wade a toujours combattu pour le triomphe de la démocratie. Aujourd'hui, que les pays de la CEDEAO qui se réunissent ici sur le cas du Mali lui délivrent un vibrant hommage. C'est un hommage d'abord pour le Sénégal, mais aussi pour le combat qu'il a toujours mené pour le triomphe de la démocratie en Afrique. La seule forme qui permet de venir au pouvoir, c'est par des élections. C'est pourquoi il faudrait qu'on soit ferme, mais aussi qu'on se tourne vers les moyens qui permettront au Mali de résoudre tous ces problèmes. Le Sénégal continue ainsi de consolider son ancrage dans le concert des nations considérées comme des laboratoires où sont testées la démocratie à travers le monde. Merci Habibou Mbaye et nous restons avec vous parce que le président Alassane Dramane Ouattara s'est prononcé en marge de cette rencontre de la CEDEAO. Selon lui, le Sénégal a rendu aux Africains toute leur fierté. Il s'est réjoui de ce qui s'est passé au Sénégal et a salué l'exemple que notre pays vient de montrer à la face du monde. Nous l'écoutons, il est au micro de Habibou Mbaye. Le sommet extraordinaire a rendu un vibrant hommage au président Abdoulaye Wade et au président Macky Sall. Et pour moi, personnellement, c'est une très grande fierté. Vous savez que je suis un peu sénégalais moi-même. J'ai beaucoup vécu au Sénégal et je n'ai jamais douté de l'issue heureuse dans la paix des élections. Et les Sénégalais ont montré leur attachement, je dirais l'enracinement de ce pays à la démocratie, à la culture africaine de paix. Et nous sommes très très fiers. D'ailleurs, tous les chefs d'État se sont exprimés. On dit que le Sénégal nous a rendu notre fierté par rapport à ce qui se passe au Mali, qui est un désastre avec, après 20 ans de démocratie, que les choses s'effondrent du jour au lendemain. Heureusement que le geste du président Abdoulaye Wade d'appeler son jeune frère, donc le soir même du dépouillement, alors que les votes n'avaient pas été totalement dépouillés, terminés, ceci montre la grandeur de l'homme. Moi, je dois dire que je souhaite au président Wade mes vœux très sincères, très chaleureux, très affectueux. Et je présente mes félicitations au président Macky Sall et je l'assure que nous allons continuer de renforcer la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bravo au Sénégal, aux Sénégalais dont je suis. Merci. La CEDEAO a pris des sanctions à l'endroit du Mali et du CNDR, ce comité national de redressement qui a déposé le président Amadou Toumani Touré et sommé de respecter l'ordre républicain. Ce coup d'État est condamné par toute la communauté ouest-africaine. La tolérance zéro a été stipulée par la CEDEAO face aux putschistes. Voici les résolutions de cette rencontre. La situation au Mali constitue un point noir dans la marche de la démocratie et l'état de droit en Afrique.
Suite au coup d'État infligé au président démocratiquement élu Amadou Toumani Touré le 22 mars dernier, la position de la CEDEAO est sans équivoque. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui statuaient sur la situation au Mali a passé au peigne fin les différents obstacles qui risquent de plomber la marche de ce pays ouest-africain. Ainsi, le sommet a adopté une résolution qui sonne comme un couperet sur la tête des putschistes. Une résolution aux allures de mise en garde. La conférence décide d'informer la junte des récentes mesures envisagées par la CEDEAO pour aider le Mali à préserver son intégrité territoriale, d'apprécier la situation militaire sur le terrain et la chaîne de commandement, d'informer la junte des possibles sanctions auxquelles elle s'expose en cas de non-respect des décisions de la conférence, d'informer la junte que la CEDEAO prendra d'autres mesures nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel. La conférence autorise la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO pour parer à toute éventualité. En cas de non-respect des décisions par le CNRDR, la conférence invite tous les États membres à imposer avec effet immédiat une interdiction de voyager, ainsi qu'un embargo diplomatique et financier sur les membres du CNRDR et leurs proches collaborateurs. Le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, se dit toujours aux côtés du Mali. L'Afrique de l'Ouest ne peut pas abandonner le Mali et les Maliens. Ne pouvons nous permettre d'hésiter au risque de laisser ce pays qui s'est doté d'instruments démocratiques précieux depuis plus de 2 décennies sortir de l'histoire à reculons. C'est pourquoi le Mali doit retrouver immédiatement le fonctionnement normal de ses institutions démocratiques. Cette position n'est pas négociable. La stabilité est le gage du développement de nos pays qui n'ont que trop souffert. En attendant, une délégation de haut niveau conduite par le président Ouattara sera au Mali dans les 48 heures avec ceux du Bénin, du Burkina Faso, du Libéria, du Niger et du Nigeria. D'autres mesures également sont prises pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Mali. Merci Abibou pour ce dossier très complet sur la rencontre de la CEDEAO. Et nous restons avec la situation au Mali. La junte a annoncé la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant les prochaines élections générales. La situation est toujours confuse dans ce pays, une semaine après le coup d'État militaire. La junte au pouvoir au Mali tente de rétablir un semblant de normalité. En moins de 24 heures, les putschistes ont annoncé l'adoption d'une nouvelle constitution, la levée du couvre-feu et la réouverture des frontières terrestres à partir de ce mercredi. Mais dans le même temps, l'opposition malienne se mobilise. 38 partis et une vingtaine d'associations ont fait alliance et ont lancé ce mardi un appel à la grève générale. Une grève d'avertissement. Une grève d'avertissement à l'intention de ceux qui ont pris le pouvoir de manière inconstitutionnelle. Les opposants au coup d'État du 22 mars ont un objectif, renvoyer les putschistes dans leurs casernes avant que l'isolement international du Mali ne devienne insoutenable. Si aujourd'hui l'opinion internationale coupe l'argent, l'aide que l'opinion internationale donne au Mali, si on coupe cette aide, le Mali ne peut aller nulle part. Alors il faut que les militaires comprennent que le Mali n'est pas hors du monde. Le Mali est un pays normal. Et l'isolement du pays a franchi un nouveau cap ce mardi. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a suspendu le Mali de l'organisation. 5 chefs d'État se rendront sur place dans les prochaines 48 heures pour demander à la junte de quitter le pouvoir. Parmi eux, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui assure la présidence tournante de la CEDEAO. Nous devons également mettre en œuvre des stratégies pour lutter contre les fléaux et les menaces qui fragilisent notre sous-région. Le président malien déchu, Amadou Toumani Touré, n'avait pas donné signe de vie depuis le coup d'État. Mais ce mardi, il a eu une conversation téléphonique avec l'ambassadeur de France à Bamako et l'a rassuré sur son sort.
L'École nationale d'administration ouvre ses portes aux armées. Les deux institutions viennent de signer une convention qui va permettre aux cadres militaires sénégalais de renforcer leurs capacités en sciences administratives. La mise en œuvre de ce partenariat gagnant-gagnant a eu pour cadre l'état-major général des armées. C'est une synthèse de Louis-Philippe Sagna. C'est la fin d'un long processus. Un partenariat prometteur vient de naître entre la Grande Muette et l'École nationale d'administration. Une convention qui va permettre de définir un cadre global de coopération et de fixer les modalités de sa mise en œuvre. Désormais, le rapprochement de ces deux institutions offre des perspectives dans le domaine de la recherche en sciences administratives. Servir l'État, la démocratie et les populations sénégalaises, c'est la vocation des armées, a rappelé le général Abdoulaye Fall. Le chef d'état-major général des armées se réjouit du partage de ce sacerdoce avec cette école de référence qui forme depuis plus de 50 ans de hauts cadres. Pour sa part, le directeur général de l'ENA n'a pas manqué de s'appesantir sur les finalités. Il est question plus précisément d'offrir des services de qualité qui répondent aux attentes. Ainsi, la création du Centre de hautes études de défense et de sécurité constitue un cadre de départ pour la mise en commun de leurs ressources dans ce domaine. Après des échanges fructueux, le SEMGA a offert à son hôte l'insigne des armées, un symbole gage de ce partenariat gagnant-gagnant. Le Sénégal a abrité l'atelier national de formation sur le renforcement des capacités des acteurs institutionnels en assurance qualité. Cette rencontre de 3 jours a permis la création de l'autorité nationale d'assurance qualité. L'ANAQ a pour mission de maintenir et d'accroître les qualités des programmes dans l'enseignement supérieur et de promouvoir la coopération sous-régionale à travers la mobilité des étudiants, nous dit Claire Diop. La question de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal est plus que importante. L'idée est d'accroître la compétitivité de ce sous-secteur dans les marchés mondialisés, marqués par une économie de croissance. Le projet vise à améliorer l'efficacité interne et externe de l'enseignement supérieur, la mise en place de l'autorité nationale d'assurance qualité et une première dans l'espace francophone subsaharien. L'Union africaine veut promouvoir un système où un étudiant sénégalais, par exemple, fera un premier semestre ici à Dakar, un deuxième semestre à Johannesburg, revenir ici pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'expertise disponible, mais aussi de l'ensemble des équipements, des laboratoires disponibles. Mais pour cela, il faut que chaque pays puisse assurer un niveau minimum de qualité. D'après les participants, l'initiative est fructueuse pour le Sénégal en phase pilote. Ces échanges ont débouché sur l'esquisse d'un référentiel qualité commun. Nous avons, dans un premier temps, appris les concepts, mais également les théories relatives à l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Nous avons également appris les expériences, notamment du Nigeria, en matière de mise en place d'outils de gestion d'assurance qualité. Et nous avons aussi appris les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour installer une cellule d'assurance qualité dans nos établissements d'enseignement supérieur. Nous avons enfin appris quels sont les référentiels, c'est-à-dire les critères qu'il faut utiliser pour évaluer non pas seulement les établissements d'enseignement supérieur, publics comme privés, mais également évaluer les filières de formation, les programmes de formation. D'autres activités sont prévues dans les prochains jours. L'impact recherché est l'implantation du concept assurance qualité dans les différentes institutions de l'enseignement supérieur. Par ce geste, le Sénégal répond à une forte recommandation du CAMES et de l'UMOA. Merci Claire Mbodj. Associer les femmes dans les prises de décision dans le secteur de la pêche artisanale. Voilà l'objectif de l'atelier qui s'est tenu du 20 au 22 mars dernier. Le thème de cet atelier a porté sur la stratégie nationale de renforcement du rôle des femmes dans la gestion de la pêche artisanale au Sénégal. Il a réuni des femmes marieuses, transformatrices de produits de mer et écailleuses venues des 14 régions du Sénégal et de la sous-région. Elles ont été sensibilisées sur le rôle qu'elles doivent jouer pour l'émergence de ce secteur et la nécessité d'une plus large implication de leur part. Et pour l'accomplissement de cette tâche, elles bénéficient d'appui des ONG WWF et l'USAID comme fiche. C'est un reportage de Djibitia.
C'est dans cette ambiance festive que ces femmes ont clôturé l'atelier sur l'intégration du genre dans la gestion de la pêche artisanale. Pendant 3 jours, mareyeuses, transformatrices de produits halieutiques et écailleuses ont échangé avec les experts sur les politiques d'un développement durable de la pêche artisanale. On a tendance à oublier les femmes, surtout le rôle de la femme que fait la femme au niveau de la pêche. Quand on signe des accords, on ne nous implique pas là-dessus. On est là à appeler les hommes ou les pêcheurs. On a tendance à oublier les femmes, surtout les femmes mareyeuses, transformatrices et écailleuses. On a tiré beaucoup de leçons parce qu'on a appris à mieux reconnaître nos valeurs et en même temps, pour ce qu'on travaillait, on a suffisamment reçu des leçons. Convaincus que les femmes jouent un rôle très important dans ce domaine, les organisateurs ont plaidé pour une plus grande implication du genre dans les instances de décision de la pêche artisanale. Ces femmes sont accompagnées dans ce sens par les ONG WWF et l'USAID Campfish. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, quand on parle de gestion des pêches, souvent on parle des préoccupations en fait, qui intéressent les hommes. Quand on parle de gestion durable, de filets de pêche, d'engins de pêche, de juvéniles, tout ça, ça intéresse le pêcheur et pas les femmes en tant que partie prenante, en tout cas des processus. Et nous avons pensé qu'avec les femmes, il fallait réfléchir sur un certain nombre de critères à prendre en compte et qui, en tout cas, aideraient à prendre vraiment et au sens véritable du terme, la femme en tant qu'acteur au développement. Nous avons déjà un plan d'orientation stratégique pour l'intégration du genre dans l'ensemble des projets et programmes visant le développement du secteur de la pêche. L'intégration de la dimension genre dans le processus de prise de décision passe nécessairement par les conseils locaux de pêche artisanale pour que les femmes puissent jouer pleinement leur partition dans le développement de ce secteur. Leurs intérêts et préoccupations doivent être mieux pris en compte par les décideurs. Merci Djibi. Dernière note de ce journal, elle est culturelle. La journée mondiale du théâtre a été célébrée hier au Sénégal. La cérémonie officielle s'est déroulée au Grand Théâtre National. Cette édition artistique et culturelle a été dédiée aux femmes pour cette année et c'est un reportage sur place de Aïssatou Traoré. La journée internationale du théâtre a été célébrée avec faste au Grand Théâtre National. À côté des comédiens, dramaturges, metteurs en scène, le jeune public est aussi venu célébrer ce moment. Je crois qu'au regard de la configuration sociale alarmante du comédien d'hier et d'aujourd'hui, force est de reconnaître, de constater qu'au théâtre, tous les jeux se ressemblent. Tous les jours se ressemblent. Mais hélas, ces jours, ces jeux sont les laissés pour compte de la République. Malgré les belles scénographies. Pour ce cinquantenaire de la Journée mondiale du théâtre, le message international de l'UNESCO invite artistes et acteurs évoluant dans le 4e art à plus de recherche et de rigueur dans le travail. J'adresserai donc mes brèves remarques à mes compagnons artistes de théâtre, mes pairs et mes camarades, qu'ils nous aident à refléter la question de ce que signifie être humain. Et que cette réflexion soit guidée par le cœur, la sincérité, la candeur et la grâce. Les artistes comédiens issus du théâtre d'élite, du théâtre populaire ou du théâtre forum se sont succédés sur scène au grand bonheur du public multigénérationnel. Tout ce que voulaient les jeunes, c'était de se faire entendre, riposter, faire valoir le droit. C'est la loi du talion. Temps pour temps. Mais heureusement que les anciens étaient là, les vieux, eux qui étaient là avant-hier, hier, et qui sont là aujourd'hui. Le thème « La femme dans la pratique théâtrale » était au goût du jour. L'importance de son rôle au sein de la société n'est plus à démontrer. Si le Sénégal compte quelques figures marquantes dans le domaine du théâtre, il le doit surtout à la combativité de celle-ci, à la confiance en elle-même et à leur passion pour la création. Au-delà de quelques femmes emblématiques, Fama Diagne Sène pour la dramaturgie, Awa Sène Sarr, Assi Diemba, Joséphine Zambo, Yacine, entre autres, pour la scène,
La créativité féminine n'est pas encore un thème du débat sur les identités nouvelles au Sénégal. Certes, le théâtre est une représentation des scènes de vie, mais même dans cette vie qui se joue sur scène, la femme joue toujours son rôle de citoyen du monde. Merci à tout pour les temps forts de cette journée mondiale du théâtre. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. Tout de suite, Ramoboy vous retrouve pour la version Wolof de ce journal. Au revoir et bon appétit à tous. Tonnerre, Pikine Bolo, Sa Thiès, école de lutte Double Less.